Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Hanssens, je suis professeure à l'UC Louvain en Belgique et dans cette présentation, je vais vous présenter le PRDRS, titré Acteurs périphérisés et lutte d'accès aux ressources naturelles en RDC, vulnérabilité et résilience. Nous allons exécuter ce projet entre 2022 et 2027 et de ma part, je suis la coordinatrice Nord du projet. Baladons-nous ensemble dans les dynamiques du projet. On commence tout d'abord avec la problématique du projet, la problématique plus large. Ensuite, nous parlons des groupes cibles, les perspectives de connaissances que nous comptons développer et les volets du projet. Commençons avec la problématique plus large du projet. En fait, quand nous voyons le monde d'aujourd'hui, nous voyons un monde en crise. Un monde confronté à des crises sécuritaires, des crises sanitaires, des crises aussi en lien avec le changement climatique. Et dans ces multiples crises, le domaine de la gouvernance des ressources naturelles est clé. Nous voyons en effet partout au monde que la compétition pour accéder à ces ressources naturelles a monté et en même temps, le besoin de pouvoir protéger ces ressources est aussi immensément présente. Donc, quelles sont les bonnes interventions dans le domaine de la gouvernance des ressources? Une bonne question. Quelles sont les bonnes pratiques? En fait, quand on réfléchit autour de cette question, on doit bien réfléchir autour de ce que sont les critères pour définir les bonnes pratiques et qui développent ces critères. Et tout cela dépend des discours qui légitimisent les interventions et de qui développe ces discours. Donc voilà, qui sont les gens actifs dans le secteur ou dans le domaine de gouvernance des ressources naturelles, qui définit les discours, qui définit les critères et comment est-ce qu'ainsi on réfléchit autour des bonnes pratiques. Au cours des 2 dernières décennies, on a vu qu'il y a 2 grands discours qui ont vraiment pris l'ampleur dans le débat. 2 grands discours, un discours qui tourne autour de l'extractivisme, la productivité maximale, et un autre discours qui tourne plutôt autour de la conservation et l'importance de protection de l'environnement. En tant que tel, on pourrait dire que ces 2 discours sont en contradiction, mais sur le terrain, on voit que souvent, les 2 discours se développent en même temps, en interaction, et même des fois dans les mains des mêmes acteurs. Regardons les 2 discours en plus grand détail. Tout d'abord, le discours autour de l'extractivisme et la productivité maximale. En fait, ce discours, on le voit souvent se développer dans le secteur agraire autour de l'idée de devoir réduire la faim dans le monde ou dans le secteur minier autour de la possibilité de ce secteur de créer des opportunités de croissance économique. Un discours très dominant dans le monde politique contemporain, mais sur le terrain, on voit comment ce discours se traduit vers des interventions diverses. D'un côté, ceux qui parlent de l'importance de mettre l'agriculture et l'exploitation minière dans les mains des plus professionnels, des plus capables, ceux qui sont capables à opérer à grande échelle, qui sont capables de s'insérer dans l'innovation technologique. Ces acteurs qui plaident pour ce type d'intervention pointent aussi vers l'importance des investissements privés. Ensuite, il y a ceux qui parlent plutôt des solutions gain-gain entre des acteurs opérant à grande échelle et des acteurs plutôt de plus petite taille. Et donc là, on parle plutôt de synergie, de collaboration potentielle et par exemple les guidelines volontaires de bonne conduite dans le secteur minier sont une initiative à cet égard pour essayer de combiner les intérêts des acteurs opérant à large échelle avec ceux qui travaillent à plus petite échelle. Et finalement, il y a ceux qui plaident pour des solutions à plus petite échelle. Mais néanmoins, là aussi, on voit qu'on parle plutôt de la formalisation, de la professionnalisation de ces paysans ou de ces exploitants miniers artisanaux pour essayer de les insérer dans des chaînes de valeur beaucoup plus professionnelles. Donc ça, c'est des discours qui tournent autour de l'extractivisme, la productivité maximale.
L'autre discours autour duquel qu'on allait réfléchir, le discours de conservation et de protection, apparaît plutôt dans le débat sur le changement climatique et toutes les problématiques autour de cela, ou l'importance de la protection de biodiversité. Et de nouveau, on voit le même type de raisonnement apparaître. Ceux qui plaident pour la conservation dans les mains des professionnels. Ceux qui se spécialisent dans ces dimensions-là, qui sont capables de dialoguer avec les innovations technologiques, et ceux qui sont insérés dans des perspectives de développement de sciences modernes, entre guillemets. Ensuite, ceux qui parlent de solutions gain-gain avec des collaborations entre des initiatives de conservation et les communautés. Et donc, par exemple, des initiatives de tourisme durable où on parle de ces solutions gain-gain. Et finalement, ceux qui parlent plutôt de solutions qui doivent être localement ancrées en lien avec l'idée de gérer les ressources naturelles, par exemple les espaces forestiers ou les espaces lacustres, de façon participative. Voilà les deux grands discours. Néanmoins, sur le terrain, on voit que les choses sont complexes. Les choses sont complexes parce qu'il y a des populations qui sont poussées aux périphéries par ces discours d'extractivisme et de conservation. Ces populations sont poussées à côté, au niveau de ces discours, mais aussi au niveau de l'accès à ces ressources mêmes. Et on peut voir ce phénomène de différentes façons. D'un côté, on pourrait dire, mais oui, ça existe, ça se passe sur le terrain, on le voit. Mais voilà, on doit le considérer comme un phénomène quelque part, entre guillemets, naturel en interaction avec la modernité qui s'installe. Donc voilà, ces populations poussées aux périphéries sont des victimes, malheureux, oui, mais voilà, dont les connaissances aujourd'hui dans le monde moderne, entre guillemets, ne sont plus pertinentes et donc destinées à disparaître. Et dans ce cas, si on part de cette hypothèse, alors dans ce cas, les interventions politiques, mais aussi scientifiques, devraient être orientées vers l'atténuation du coût social et la facilitation de la transition rapide et radicale de ces populations. Donc, quelque part, adoucir le prix à payer de la modernité. C'est une façon de voir les choses. Il y a une autre façon de voir les choses. On peut aussi voir ces populations actuellement poussées aux périphéries par ces discours d'extractivisme et de conservation comme des personnes et des communautés avec des capacités d'agir et disposant de formes de connaissances pertinentes dans la gouvernance des ressources naturelles. Particulièrement dans cette ère d'anthropocène, où on est confronté à des immenses crises au sein des interactions entre l'humain et les ressources naturelles. Donc on pourrait voir ces populations comme une source de connaissances. Et dans ce cas, les interventions politiques, mais aussi scientifiques, pourrait plutôt s'orienter vers la reconnaissance et le dialogue avec ces capacités d'action de ces populations et les formes de connaissances que ces populations ont dans leurs mains. Vous voyez déjà qu'au sein de notre projet, on s'oriente plutôt vers le deuxième discours. C'est plutôt vers ça qu'on s'oriente. Et sur le terrain, nous allons considérer différents types de populations, différents types de groupes cibles, différents types de populations poussées aux périphéries. Nous allons d'abord regarder la situation des jeunes agriculteurs et des femmes agricultrices par rapport à l'accès à la terre. Et vous voyez cette problématique représentée dans le premier cartoon ici, où vous voyez que l'accès à la terre est limité ou est restreinte par un acteur qui a, dans ce cas-ci, privatisé l'accès à ces ressources avec des jeunes agriculteurs qui sont confrontés à des nouveaux défis, le manque d'accès, manque de travail. Les droits fonciers des agriculteurs, des jeunes agriculteurs et des femmes agricultrices sont d'un enjeu majeur dans le débat autour de la gouvernance des ressources naturelles. Un autre groupe cible sera les pêcheurs artisanaux. On va essayer d'étudier comment l'accès aux lacs, aux espaces lacustres de ces populations sont en train de se
transformer, de se rediscuter, de se renégocier, et comment ces acteurs sur le terrain se confrontent à des discours autour de la professionnalisation du secteur de la pêche ou de la protection des lacs pour des objectifs de protection de biodiversité, et comment ces acteurs, ces pêcheurs artisanaux doivent essayer de naviguer au sein de cette arène sociale. Et puis, dernière problématique tournera autour de l'accès aux forêts des populations autochtones. Donc là, vous voyez de nouveau une situation où voilà, un acteur développe un discours de protection, de conservation, et comment des populations autochtones qui ont vécu dans ces forêts pendant des décennies, pendant des siècles, sont confrontées à un refus d'accès à ces ressources. Donc voilà, ces populations sont poussées aux périphéries, sont confrontées à une perte d'accès dans certains cas, mais en même temps, ces populations développent des formes de résilience et aussi de résistance vis-à-vis ces dynamiques, et ils possèdent aussi des formes de connaissances par rapport à l'interaction entre l'humain et les ressources naturelles qui sont intéressantes et que nous souhaitons étudier, comprendre, analyser et aussi valoriser dans le monde scientifique et dans le monde politique. Parce qu'en effet, sur le terrain, on peut voir une problématique de différentes façons. Différents acteurs ont différents points de vue, et donc pour nous, ces populations périphérisées ont un point de vue qui est à considérer, qu'on va essayer de visibiliser au sein de notre projet. Ce qui nous amène aux perspectives de connaissances que nous souhaitons, que nous comptons développer. Et ces perspectives se trouvent à de multiples niveaux. Tout d'abord, le projet nous amène dans un voyage ontologique. Comment voyons-nous la réalité? Et dépendant de ce voyage ontologique, il y a aussi un voyage épistémologique à faire. Comment générons-nous la connaissance sur ces réalités? Et au sein de ces voyages, avec notre projet, nous comptons nous insérer dans des perspectives décoloniales qui nous font réfléchir la façon dont la connaissance se génère. Ça nous invite tout d'abord à rediscuter, à reconsidérer la définition et la compréhension scientifique de certains concepts que nous utilisons souvent. Le concept de la terre, le concept d'une ressource. C'est quoi la ressource? C'est quoi la terre? C'est quoi les droits fonciers ou les droits à ces ressources naturelles? C'est quoi la nature? Ce sont des concepts qu'on va essayer de réfléchir à travers les recherches que nous allons faire qui interagisseront avec les formes de connaissance de ces populations périphérisées. Ensuite, nous allons essayer de reconsidérer aussi les relations de pouvoir qui, quelque part, légitimisent certaines formes de connaissances plutôt que d'autres. C'est quoi la science et qui a le droit de parole au sein de cette science? Ce qui nous amène à une question de positionnalité par rapport aussi à notre propre rôle. Qui sommes-nous, chercheurs, en produisant des connaissances avec et sur les populations périphérisées? Comment pouvons-nous le faire en valorisant la positionnalité aussi de ces populations elles-mêmes? Voilà des grands enjeux qu'on va essayer de bien réfléchir au sein de notre projet. À côté des perspectives décoloniales, il y aura aussi des perspectives théoriques à réfléchir. Notre projet s'ancre dans un courant théorique qui s'appelle en anglais Political Ecology. L'écologie politique n'est pas vraiment une très bonne traduction, mais en tout cas, c'est un courant dans lequel on analyse les processus d'interaction entre les populations et leur environnement et les relations de pouvoir qui sont impliquées dans ces processus. Donc on essaye de comprendre l'humain, les communautés des humains, en interaction avec la nature au sein de laquelle ces populations baladent, les formes de connaissances qu'elles développent, les relations de pouvoir qui légitimisent certaines formes de connaissances par rapport à d'autres. Et donc voilà, ça nous amène à des réflexions sur ce qu'est la connaissance. Comment voyons-nous la connaissance par rapport à la nature, la gouvernance de cette nature, la gouvernance des ressources naturelles, et comment voir les expériences socio-historiques de ces populations périphérisées avec leur milieu de vie comme une source de connaissances. Ensuite, deux grands concepts qu'on va essayer de complexifier au sein de notre projet. La résilience, les formes d'agencéité dans les relations humaines-nature en interaction avec les crises.
particulièrement pour les groupes cibles que nous comptons impliquer dans le projet, et les formes de résistance, contestation contre des politiques ou des dispositifs de pouvoir ou des structures de pouvoir plus larges. Et cette contestation peut prendre des multiples formes, des formes ouvertes, des formes subtiles, des formes cachées. Nous allons essayer d'étudier ceci et de théoriser ce que nous apercevons sur le terrain. Et finalement, les perspectives éthiques. En fait, nous voyons l'éthique de la recherche comme un domaine qui est continuellement situé et négocié en interaction avec le terrain. Et donc, nous comptons fortement réfléchir sur ce que seront les normes éthiques à travers nous travaillons. Oui, en effet, il y a des cadres de référence de l'éthique qui font partie d'une façon de voir l'éthique comme un checklist, mais nous allons plutôt essayer de voir comment nous pouvons réfléchir cette éthique vis-à-vis les pratiques de terrain, vis-à-vis les complexités de terrain, en interaction avec les chercheurs avec qui nous travaillons. Ensuite, l'objectif de notre projet. Nous allons développer des formes de connaissances où nous allons essayer de théoriser, de rendre visibles certaines formes de connaissances du terrain. Mais comment est-ce que ces formes de connaissances peuvent être instrumentalisées? Par qui et pour quel but? Ce sont des questions importantes à se poser. Et finalement, nous allons réfléchir autour des droits. Qui a le droit de générer de la connaissance? Quelle est la place de chacune et de chacun là-dedans? Particulièrement aussi la place de ces populations périphérisées que nous comptons impliquer dans notre projet. Voilà quelques grandes perspectives autour desquelles on va essayer de réfléchir. Finalement, quels seront les volets de notre projet? On aura 5 ans. Donc voilà, il y a du temps pour développer des choses. Et il y a 3 grands volets dans ce projet. Un premier volet qui tourne autour du renforcement des capacités de recherche et pédagogique au niveau universitaire, au niveau du partenaire Sud ISDR Bukavu, en lien avec le sujet clé. Et nous voyons ce renforcement des capacités de recherche et pédagogique non pas comme une opération à sens unique entre le Nord et le Sud, mais plutôt comme un dialogue entre les différents partenaires du projet. Tout le monde impliqué dans ce projet va apprendre. Un deuxième volet tourne autour de la recherche-action sur les thématiques du projet que je viens de vous expliquer. Et nous aurons la chance de collaborer avec 2 doctorants et 2 étudiants master qui vont faire un master en Belgique. Mais aussi, on aura aussi une dynamique de bourse de mémoire locale pour certains groupes cibles. Et finalement, un troisième volet tournera autour des actions de changement social et politique. Nous comptons traduire les connaissances visibilisées dans ce projet, analysées dans ce projet, vers des formats accessibles pour divers publics, pas juste un public académique, un public de chercheurs ou un public de professeurs, mais vers de multiples groupes qui peuvent profiter de ces enjeux et de ces réflexions. Alors, le projet mettra en lien plusieurs partenaires. Vous voyez ici des noms de ceux qui ont joué un rôle dans l'élaboration du projet en l'écrivant. Il y a plein d'autres qui sont déjà activement impliqués dans le projet. Et il y aura aussi de l'espace pour vous dans les multiples actions, dans les multiples activités que nous allons développer. Nous serons très contents de réfléchir tous ensemble autour de ces enjeux majeurs.